Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À mon épouse Christine, qui a accepté pendant si longtemps d'entendre parler du trou de la Sécu. À mes petits-fils, Antoine et Gabriel, qui se demandent ce que peut bien faire bon papa auprès de ce trou. La seule querelle qui vaille est celle de l'homme, c'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Charles de Gaulle. Pour une bonne compréhension des sigles et acronymes utilisés dans cet ouvrage, le lecteur en trouvera la définition dans un glossaire page 245 et suivante, et ne doit pas hésiter à s'y référer chaque fois qu'il rencontre un sigle nouveau dont la signification lui échappe. Avant-propos. Pourquoi ce livre ? Parce que je suis tombée par hasard, au milieu des années 60, dans le trou de la sécurité sociale, au début de ma carrière professionnelle de fonctionnaire au ministère des Finances, en étant chargée de la confection du premier document macroéconomique sur les finances sociales, baptisé Budget social de la Nation. Parce que j'ai participé à la conception de la réforme de 1967, dite réforme Jeanneney, qui avait pour objet majeur de faire apparaître que le trou de la sécurité sociale était celui de l'assurance maladie, et que le problème de la maîtrise des dépenses de santé ne pouvait être éludé ni mélangé avec ceux de la retraite et de la famille. Parce que, pendant 12 ans de 1967 à 1979, j'ai créé la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, CNAMTS, tête de réseau de 126 caisses primaires, et que j'ai essayé de lui donner une âme, d'organiser son contrôle médical, de jeter les bases de son informatique et d'en faire un interlocuteur respecté et respectable des professions de santé. Parce que j'ai été rapidement conscient de ce que la gestion de l'assurance maladie passait par la connaissance précise des dépenses de santé, et que j'ai poussé, en le soutenant financièrement, au démarrage de la division d'économie médicale du Centre de recherche et de documentation sur la consommation, CREDOC, devenu l'Institut de recherche de documentation en économie de la santé, IRDES, que j'ai présidé dans les années 90, parce que, comme chef d'une grande entreprise, j'ai pu mesurer le poids des charges sociales et que j'ai réfléchi au problème des dépenses de santé et de leur financement, comme président de la commission protection sociale d'une organisation patronale chrétienne, 1985 à 1991. Parce que revenu dans l'administration, j'ai été un acteur du système de santé. À ce titre, j'ai acclimaté l'évaluation médicale comme président de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, ANDEM, et poursuivi dans cette voie comme conseiller du directeur de l'Agence nationale pour l'évaluation en santé, ANAS, succédant à ANDEM pour développer l'accréditation des établissements hospitaliers. Parce que j'ai également présidé pendant 12 ans le laboratoire du fractionnement et des biotechnologies, LFB, laboratoire pharmaceutique d'État, créé sous forme d'un groupement d'intérêt public avec certaines associations de donneurs de sang, en vue de repartir du bon pied après le drame du sang contaminé. Parce que j'ai réfléchi à la maîtrise des dépenses de santé, comme co-auteur avec Raymond Soubi et le professeur Porto, du livre blanc sur la santé et l'assurance maladie de 1994. Parce que, comme consultant, j'ai expertisé les systèmes de santé de pays étrangers. Parce qu'au bout de 40 ans de vie professionnelle consacrée à la santé et à son financement, vu sous des angles divers, je me suis forgé quelques convictions que je voudrais faire partager à mes lecteurs. Parce que je suis désolé de voir comment les médias traitent de ce problème à la fois complexe et permanent, dont ils pensent qu'il pourrait être réglé définitivement par une réforme structurelle qu'aucun pays développé n'a découverte. Parce que la santé est un univers à part car dès que l'on parle de santé, de maladie, des soins,
Il s'avère impossible de formuler un discours rationnel et cohérent tant il nous renvoie directement à nos propres réalités, celles de la maladie de nos parents, de nos enfants, de nous-mêmes, et que j'ai essayé de dépasser cet aspect émotionnel. En matière de santé comme en économie, un cas particulier est rarement significatif d'une règle générale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le soit pas. Parce qu'il faut que les Français comprennent les données d'un problème extrêmement compliqué, à la fois politique, éthique, économique, social, solidarité, technique, progrès médical et informatique. Parce qu'il faut le leur expliquer calmement, dans un langage aussi clair que possible, pour qu'ils puissent apprécier les choix que font leurs gouvernants et les valeurs qu'ils défendent à travers ces choix. Tel est le but de cet ouvrage. Ce livre a une visée pédagogique. Il ne propose pas une réforme révolutionnaire mais part de la réalité française en suivant un fil conducteur simple. Il n'y a pas de dépenses de santé sans financement. Certes, cette problématique privilégie une dimension économique alors que la santé recèle une dimension éthique importante dont l'actualité nous donne maints exemples. Fécondation in vitro, euthanasie. Mais globalement on ne peut pas séparer ces deux composantes. La santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Cet axiome n'exclut pas la prise en considération de valeurs éminentes, justice et solidarité, car la recherche d'une bonne santé fait partie du bien commun que se propose toute société et qu'il appartient aux politiques de définir en faisant des choix. C'est pourquoi notre périple débute par un constat. Les dépenses de santé croissent depuis longtemps, plus vite que la richesse créée chaque année par l'activité humaine dans les pays développés, et ce phénomène est durable, chapitre 1. Nous analyserons le contenu des dépenses de santé sous leur double face, de dépenses de consommation, chapitre 2, et de dépenses de production du système sanitaire, chapitre 3. Il apparaîtra que les dépenses de santé doivent être régulées, car il n'y a pas de système productif de biens ou de services qui ne soit régulé par ses financeurs, c'est-à-dire par ceux qui mobilisent directement ou indirectement une partie de leurs revenus pour rendre leurs demandes solvables. Or, les méthodes de régulation liées aux modalités de financement ne sont pas identiques et la France a fait le choix de ne pas choisir franchement, ce qui conduit à une régulation inefficace, chapitre 4. Le chapitre 5 est consacré à une photographie, en 2007, dernière année avant la crise financière dont nous commençons à sortir, du couple dépenses de santé-financement, à sa déformation probable dans les années à venir. Le chapitre 6 analyse les valeurs que sous-tend l'existence en France d'une assurance maladie obligatoire financée solidairement, principal financeur des dépenses de santé. Nous examinerons les marges de manœuvre existant en matière des dépenses d'assurance maladie obligatoire, chapitre 7, et de leur financement solidaire, chapitre 8. L'existence d'assurance maladie complémentaire, spécificité française due à l'histoire, conduit au financement mutualisé d'une fraction des dépenses de santé. Quelle place lui réserver, chapitre 9, mais aussi quelle place accorder au financement direct par les ménages, chapitre 10. Enfin, dans un chapitre 11, nous nous interrogerons sur ce qu'il faudrait faire en 2012 et au-delà, à partir des conclusions des 10 chapitres précédents. Chapitre 1. De quoi s'agit-il ? Le financement des dépenses de santé a été ignoré par les candidats aux élections présidentielles de 2007. Or, il s'agit d'un problème crucial pour le quinquennat. En faisant une comparaison saugrenue, on peut constater que les candidats, au moins les plus importants, se sont interrogés sur le point de savoir si, dans le quinquennat 2002 à 2007, la France, c'est-à-dire le budget de l'État, pouvait se payer un second porte-avions pour sa marine. Or, le financement des dépenses de santé nécessite, si rien ne change, l'équivalent chaque année d'un second porte-avions en 2007 comme en 2012. Essayons d'y voir plus clair. D'abord, de quoi s'agit-il ? Les dépenses de santé en France se sont élevées en 2007, dernière année avant la crise économique et financière de 2008-2009, à 196 milliards d'euros, l'équivalent de la moitié des dépenses du budget de l'État. Elles sont la valeur des biens et des services, biens égale médicaments, services égale consultation des apostrophes. Un médecin, séjour dans un hôpital, que nous consommons quand nous voulons préserver notre santé, vaccination, ou lutter contre la maladie. Nous consommons, c'est-à-dire nous détruisons, en un an, pour 220 milliards d'euros de biens et services sanitaires. Ce sont les dépenses de santé en 2010. Quel est le problème ?
Les dépenses de santé augmentent plus vite que la richesse que nous créons, chaque année, par notre travail. Nous égale les salariés, les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise, les exploitants agricoles. C'est le produit intérieur brut dont le taux d'accroissement, chaque année, mesure l'augmentation de la richesse collective des Français. Les dépenses de santé augmentent plus vite que le produit intérieur brut. Or, ces dépenses n'existent que si elles sont financées parce que ceux qui produisent les biens et services médicaux ont besoin d'être payés pour vivre, qu'ils soient médecins, infirmières ou laboratoires. Si je ne suis pas payé, je ne produis pas. C'est pourquoi on ne peut pas réfléchir sur les dépenses de santé sans regarder comment elles sont financées. En France, les dépenses de santé sont financées à 78% par l'assurance maladie obligatoire, AMO 3, à 13% par les assurances maladie complémentaires AMC, et à 9% directement par les ménages, chacun d'entre nous pris en tant qu'unité de consommation et de production. Je touche un revenu de mon travail et je le dépense en consommation. Donc, pour les dépenses de santé, 3 sources de financement. Et depuis 10 ans, leurs parts respectives n'ont pas beaucoup varié. Un bon 3/4 des dépenses de santé est financé par l'assurance maladie obligatoire, celle qui découle de ma qualité de travailleur salarié ou non, de retraité, de chômeur, ou bien à défaut, de ma qualité de résident légalement en France. Un petit quart relève de l'AMC et du revenu direct des ménages. Or, ces 3 sources de financement sont elles-mêmes alimentées par des ressources provenant, soit de prélèvements obligatoires, voire définition en annexe 2 à ce chapitre, soit de primes affectées aux assurances complémentaires, soit des revenus propres des ménages. En gros, c'est toujours nous qui payons nos dépenses de santé, soit indirectement via les assurances, soit directement en amputant nos revenus. Si c'est nous qui payons, nous le faisons sur ce que nous gagnons, c'est-à-dire sur le produit intérieur brut, voire annexe 1 de ce chapitre. Autrement dit, chaque année, nous affectons aux dépenses de santé une fraction de notre richesse, soit collectivement par l'impôt et les cotisations sociales, soit par les primes des contrats complémentaires que nous souscrivons, soit directement sur notre revenu au même titre que l'alimentation et les vêtements. Si les dépenses de santé augmentent plus vite que le produit intérieur brut, les ressources, à taux constant, que nous affectons à cette catégorie de dépenses sont insuffisantes, notamment celles de l'assurance maladie obligatoire. Voilà d'où provient le déficit des régimes d'assurance maladie. Voilà la cause de la hausse des primes des assurances complémentaires. Voilà d'où provient le fait que nous consacrons une part croissante de notre revenu à l'achat de biens et services médicaux, ou que nous renonçons pour des raisons financières à nous soigner. C'est pour la santé, l'équivalent du fameux porte-avions que nous avons à nous offrir chaque année. Si les candidats aux élections présidentielles en 2002 avaient évoqué, en matière de défense, ce second porte-avions à financer par l'impôt pendant un mandat de 5 ans, c'est bien qu'ils considéraient que, toutes choses restant égales par ailleurs, il s'agissait d'une dépense d'un montant important qui méritait que l'on discute de sa nécessité dans notre stratégie militaire comme de son coût, nucléaire ou pas. Depuis 2002, notre porte-avions, c'est-à-dire la différence de taux de croissance entre celui des dépenses de santé et celui de la richesse nationale, a continué à exister et a provoqué un déficit croissant de l'AMO. Ce tableau montre bien l'explosion du déficit au moment de la crise atteignant près de 12 milliards d'euros, et un retour en 2011, à un chiffre plus faible, moins 8,6 mais important. Ce déficit a été financé par le recours à l'emprunt émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, CAD, solution qui est immorale parce qu'elle consiste à faire payer par nos enfants nos dépenses courantes de santé. En outre, elle est devenue impossible car la dette sociale est un élément de la dette publique. La CAD a perdu son AAA comme le Trésor public français. Les candidats à la présidentielle de 2007 ne s'en formalisent pas outre mesure, et la santé est demeurée la grande oubliée de la campagne électorale. Pourquoi ? Essentiellement parce que le problème que nous avons posé dans ce premier chapitre est complexe et difficile à expliquer. Les candidats préfèrent s'affronter à coups de slogans, privatisation de la sécurité sociale, défense du service public hospitalier, promotion de la médecine libérale, responsabilité des assurés, développement de la prévention, sans trop expliquer ce qu'ils contiennent. Les candidats n'hésitent pas à égarer l'opinion en pointant du doigt des imperfections réelles de notre système, déserts médicaux, dépassement d'honoraires,
qui n'ont pas l'importance qu'on leur donne car ils ne concernent que quelques territoires et peuvent faire l'objet de mesures rectificatives tendant à les faire sinon disparaître tout au moins à les amoindrir considérablement. On parle de 2 milliards de dépassement d'honoraires pour ne pas voir le déficit total de 10 milliards. Devant cette situation, que faire ? Le bon sens nous incite à regarder d'abord du côté des dépenses. Ce sont des biens et services que nous consommons parce que nous en faisons la demande et que nous en avons besoin, chapitre 2. Ceux-ci sont produits par des professionnels de santé de diverses catégories, du médecin de ville à l'hôpital en passant par l'industrie pharmaceutique, qui forment un système, ensemble d'entreprises interdépendantes mises en mouvement par notre demande. Nous étudierons ce système dans le chapitre 3 avant de nous interroger dans le chapitre 4 sur la régulation, c'est-à-dire sur les forces qui s'appliquent à lui compte tenu du mode de financement particulier de la consommation médicale. Annexe 1, Production, valeur ajoutée, produit intérieur brut. La comptabilité nationale a pour objet de donner une représentation chiffrée cohérente du fonctionnement de l'économie nationale. Elle utilise les concepts suivants qui sont appliqués au secteur productif des soins, comme à toutes les autres branches productives. 1. La production. C'est la valeur des biens et services produits par la branche considérée. S'il s'agit de biens et services dont les prix sont bien identifiés, prix de marché ou prix administré, la valeur de la production se calcule en multipliant les quantités produites, nombre de consultations, par les prix unitaires connus, tarifs conventionnels. Si les prix ne sont pas connus, cas des services rendus par les hôpitaux publics sous budget global, la valeur des services rendus est estimée à partir des coûts de production. Rémunération des salaires plus frais de gestion, d'entretien, d'électricité, de consommation diverses, de services sous-traités. La production est destinée à la consommation intérieure et à l'exportation. En matière de santé, la production, c'est la dépense courante de santé égale à la consommation corrigée du solde d'exportation moins importation, solde très faible qui concerne essentiellement les médicaments. 2. La valeur ajoutée. La valeur produite par une unité économique est inférieure à sa production. En effet, ce qui constitue sa fonction, c'est bien de fabriquer un produit nouveau à partir de biens et de services différents. Une automobile à partir de tôles d'acier, de moteurs, de verre qui sont produits par d'autres entreprises que les fabricants de voitures, ces entreprises appartenant à d'autres branches que la branche automobile. La valeur réellement produite par une entreprise fabriquant le même type de biens et services n'est donc pas celle des produits qu'elle vend, mais celle qu'elle ajoute par son activité aux différents biens et services qu'elle a consommés pour fabriquer ces produits. D'où le nom de consommations intermédiaires, donné à ces biens et services qui disparaissent dans le processus de production. La valeur ajoutée est donc égale à la différence entre la production et les consommations intermédiaires. Elle est dite brute, dans la mesure où l'amortissement des matériels n'est pas déduit. Quand une entreprise crée de la valeur par son activité, elle use son équipement et ses matériels et s'appauvrit si elle ne consacre pas une partie de la valeur qui lui revient au renouvellement périodique de ses installations fixes. C'est l'amortissement qui dépend de chaque entreprise et des usages de chaque profession, durée de vie des matériels. Quand on tient compte de l'amortissement en le déduisant de la valeur ajoutée brute, la valeur ajoutée est dite nette. Pour obtenir la valeur ajoutée de la branche santé, on calcule la valeur ajoutée des entreprises de chacun des secteurs de la branche égale cabinets libéraux, peu de consommation intermédiaire, pansements, téléphone, loyer, hôpitaux publics et cliniques privées, consommation intermédiaire plus importante en biens comme en services, officines pharmaceutiques, production égale marge commerciale, laboratoire pharmaceutique, peu d'importation, exportation encore faible, fabricants de matériel médico-chirurgical. La valeur ajoutée de la branche santé, 7% du PIB et même 12% si l'on tient compte des effets induits, représente une part croissante de l'activité économique. La santé devient donc un secteur stratégique de l'économie par sa contribution directe à la croissance, notamment du fait de l'importance de l'innovation, perspective ouverte par l'application des nouvelles technologies de l'information. 3. Le produit intérieur brut. C'est la somme des valeurs ajoutées brutes engendrées par les différentes branches de l'économie nationale, en un an, et c'est donc bien une mesure de la richesse créée par toutes les unités économiques du pays, y compris les administrations produisant des services non marchands, justice, police, armée,
non individualisables et évalués à leur coût, essentiellement des salaires et les entreprises étrangères implantées dans le pays. L'intérêt de la notion globale de PIB est qu'elle fait apparaître l'utilisation de la valeur ajoutée. Celle-ci sert en effet à rémunérer les facteurs de production. On a donc l'équation. Valeur ajoutée égale rémunération des salariés, salaire plus cotisation des employeurs et des employés. Plus impôt lié à la production, égale TVA plus impôt sur les produits, alcool, essence. Plus revenu de la propriété et de l'entreprise, égale intérêts et dividendes. Plus impôt sur les revenus et les patrimoines des entreprises et des individus. Au niveau national, le produit intérieur brut, somme des valeurs ajoutées, montre qu'une partie de la rémunération directe des auteurs de la création de richesse est préemptée sous forme de cotisations sociales et d'impôts pour être utilisée afin de financer les grandes fonctions collectives qui incombent au pouvoir public, à savoir assurer retraite, santé, chômage. Redistribuer famille et action sociale, RMI, RSA. Gérer fonctions régaliennes, justice, éducation, défense, police, administration générale, charge de la dette. Plus une économie est dynamique, plus les pouvoirs publics peuvent opérer des prélèvements obligatoires pour assurer des fonctions collectives, dont la santé, jusqu'au moment où ces prélèvements ne sont plus supportés et étouffent la croissance. 4. La mesure du produit intérieur brut, PIB. Le PIB est calculé chaque année par les comptables nationaux qui utilisent la masse d'informations collectées auprès des entreprises, des ménages, des administrations par le réseau d'information statistique, lequel s'appuie fortement sur les données fiscales. La valeur du PIB s'exprime en euros courants, c'est-à-dire au prix de l'année. C'est le PIB en valeur. Le taux de croissance du PIB, ce qu'on nomme en langage courant la croissance de l'économie, se mesure en comparant la valeur du PIB de l'année N à celle du PIB de l'année N-1. Mais ce qui est important, c'est la croissance du PIB en volume, c'est-à-dire en ne tenant pas compte de la hausse des prix car elle est la plus représentative de la richesse créée. D'où deux séries de croissance, en volume, égales au prix de l'année précédente et en valeur. Quand nous comparons les dépenses de santé au PIB pour mesurer l'importance du secteur santé dans l'économie générale, en tant que producteur de biens et services consommés, nous le faisons pour une année donnée, avec la valeur des prix en cette année, des biens et services de l'économie en général et du secteur santé en particulier. Nous comparons les dépenses de santé en valeur avec le PIB en valeur. Notre porte-avions est l'expression de la différence de taux de croissance entre le PIB en valeur et les dépenses de santé en valeur. Il intègre donc l'éventuelle différence de taux de croissance entre les prix de l'économie en général et les prix du secteur santé en particulier. Ce différentiel existe mais il est faible, les prix dans le secteur santé évoluant à peu près comme les prix en général au moins en période de stabilité générale des prix, ce que nous connaissons depuis quelques années. 5. Les limites de la notion de PIB. Le PIB, indicateur de richesse créé par les différents agents opérant sur le territoire français, est un bon moyen de comparaison internationale car tous les États appliquent un système normalisé de comptes élaboré sous les auspices de l'ONU, tout au moins tous ceux qui ont un système statistique digne de ce nom. Mais il ne faut pas oublier que le PIB mesure un flux qui comptabilise la richesse créée en un an, et non un stock mesurant la richesse existante, patrimoine, fruit du travail passé des habitants d'un pays. D'autre part, le PIB symbolise une croissance de biens et de services sans que l'on s'interroge sur les conséquences négatives de ce phénomène. Réchauffement climatique, épuisement des ressources énergétiques, pollution de l'eau et de l'air, traitement des déchets. Nul doute que lorsque les préoccupations écologiques seront prises en compte, il faudra un autre instrument de mesure d'une croissance plus sobre qui devra donner plus de place à l'amélioration de l'état de santé de la population et justifiera peut-être un prélèvement accru sur les richesses nationales en faveur des actions, prévention et soins, du domaine de la santé, voir le rapport Stiglitz, Amartya Sen, J.P. Fitoussi remis au gouvernement français en 2010, Richesse des nations et bien-être des individus. Enfin, le PIB mesure les quantités de travail et de capital consommées chaque année par le système économique, mais il comptabilise de la même façon les dépenses consacrées à la recherche médicale et celles destinées à soigner les malades,
les dépenses de prévention routière et les soins aux victimes des accidents de la route, la construction d'une école et celle d'une prison. Là encore, le PIB devra être complété par d'autres indicateurs. Annexe 2, les prélèvements obligatoires. A. Définition. C'est l'ensemble des prélèvements opérés sur le revenu et le capital des acteurs de la vie économique, ménages, entreprises, rendus obligatoires par un instrument législatif, vote du Parlement. En comptabilité nationale, ce sont les versements effectifs opérés par tous les agents économiques au secteur dit des administrations publiques, y compris les institutions européennes, dès lors que ces versements résultent d'un processus collectif de décision, loi, décret d'application, qui en fixe l'assiette et le taux, et que ces versements sont sans contrepartie immédiate. B. Modalité de création. Depuis la Révolution française, seul, le Parlement est habilité à instituer un prélèvement auquel personne ne peut se soustraire. C'est donc la représentation nationale qui vote l'impôt dans la loi de finances. Pendant longtemps, l'impôt était la seule ressource de l'État. La protection sociale relevait des techniques de l'assurance. Certes, les entreprises et leurs salariés étaient soumis à des cotisations obligatoires, mais la négociation collective avait permis de contourner l'obligation de passer par la loi pour instituer un prélèvement obligatoire. Exemple des retraites complémentaires. L'importance de ces prélèvements non fiscaux a néanmoins nécessité une sanction législative. Ordonnance de 1945 créant la sécurité sociale et les cotisations qui la finançaient. Loi de 1972 pour la généralisation des retraites complémentaires. Mais ces lois spéciales n'avaient pas le caractère de loi de finances et échappaient à leurs procédures contraignantes. Délais impératifs de vote, limitation du droit d'amendement des parlementaires. C'est pourquoi la réforme Juppé, 1995, a introduit le Parlement dans les questions de protection sociale sous la forme de l'obligation du vote, chaque année, d'une loi de financement de la sécurité sociale ayant la procédure et les caractéristiques d'une loi de finances. La notion de prélèvement obligatoire recouvre donc, d'une part, les impôts et d'autre part, les cotisations et autres ressources des régimes obligatoires de protection sociale. L'existence de deux instruments législatifs, votés successivement à l'automne de chaque année, ne lève pas toutes les confusions entre les deux types de prélèvements. Certains impôts sont affectés à des régimes de protection sociale, CSG, C3S, taxes sur les tabacs et l'alcool. Le budget de l'État comporte en charge financée par l'impôt, des dépenses de protection sociale de ses propres agents, curieusement baptisées cotisations sociales fictives. Le budget comporte également des subventions à des régimes de protection sociale, soit que l'État ait décidé de financer certaines catégories de prestations, dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière sur notre territoire, allocations aux adultes handicapés, soit que l'État soit obligé par la loi de compenser certaines exonérations de cotisations sociales des entreprises dans le cadre de la politique de l'emploi. Cette confusion ne facilite pas la prise de responsabilité par les gestionnaires comme par les politiques pour équilibrer l'assurance obligatoire, et il serait souhaitable qu'une clarification soit apportée à ce maquis de financement croisé. C. Répartition entre bénéficiaires. Pratiquement, l'impôt recouvre les impôts et les taxes parafiscales, les cotisations sociales perçues au profit de l'État, des collectivités locales, des organismes publics centraux distincts de l'État comme la CAD et des organismes de sécurité sociale au sens large, y compris le chômage. Ces institutions ont des échanges entre eux, impôts perçus par l'État au profit des collectivités locales, subventions de l'État aux régimes sociaux. Du point de vue des PO, ils ont été neutralisés pour ne pas être comptés deux fois. D'où la répartition suivante pour 2010 en milliards d'euros et en pourcentage du PIB. Principaux prélèvements obligatoires en 2010. M euros. Impôt direct. Impôt sur le revenu 46,8. Impôt sur les sociétés 32,0. Impôt sur la fortune 4,5. Impôt indirect. Taxe à la valeur ajoutée 127,4. Taxe intérieure produits pétroliers 13,5. Droit de succession 6,8. Impôts locaux. Taxe foncière 26,0. Taxe d'habitation 15,3. Droit d'enregistrement 9,5.
Impôts et cotisations perçues par la Sécurité sociale. Cotisation sociale 320,0. CSG 82,8. Contribution au remboursement de la dette sociale 6,0. Taxes et droits sur le tabac 11,9. Taxes sur les salaires 11,3. Contribution sociale de solidarité sur les sociétés, C3S, 5,0. Taxes sur les alcools 5,0. Taxes sur les primes d'assurance automobile 1,0. Taxes sur les véhicules de société 1,0. Source: Rapport sur les prélèvements obligatoires, projet de loi de finances pour 2012. D. Taux global de prélèvements obligatoires. Le taux de prélèvement obligatoire en France est passé de 30,6% du PIB en 1960 à 42,5% en 2010. Il est stable autour de ce chiffre depuis 1985. Cette croissance est due au développement de l'État-providence. Le taux des prélèvements affectés à la sécurité sociale atteint 23,8% du PIB, 10 points de plus que dans les années 1970. La France sur ce plan est dans le peloton de tête des pays européens, mais les comparaisons internationales doivent être maniées avec précaution, le taux global de prélèvement dépendant beaucoup de la façon dont est organisée la protection sociale, service national ou marché libre privé, appel à des régimes de capitalisation en matière de retraite. Néanmoins, il s'agit d'un concept important qu'il convient de clarifier pour la bonne compréhension des citoyens. Il a donc été créé un Conseil des prélèvements obligatoires, présidé par le premier président de la Cour des comptes, qui suit l'évolution des différentes catégories de prélèvements et fait un rapport annuel au Parlement. Celui-ci en débat au printemps. Les assemblées disposent d'un interlocuteur unique en la personne du ministre du Budget, des comptes sociaux et de la fonction publique qui est s'apostrophe. Efforce de montrer comment la France, en 2012, entend revenir progressivement aux critères de Maastricht. Déficit consolidé des 3 composantes citées ci-dessus, État, collectivité locale, sécurité sociale, inférieur à 3% du PIB et dette publique consolidée inférieure à 60% du PIB. Avec 42,5% du PIB, le taux global des PO en France est inférieur à celui de la Suède 45,8%, voisin de celui de l'Italie 43%, mais très supérieur à celui de ses voisins. Allemagne 36,3%, Royaume-Uni 35%, Espagne 31,7%. Le taux des États-Unis, 24,8%, s'explique par l'importance de la protection sociale privée, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, qui ont des PO bien inférieurs aux nôtres. Et comme nos PO comportent une part importante de cotisations sociales patronales et salariales, il n'est pas surprenant que la France soit championne des charges sociales assises sur le travail. Ceci dit, le taux global des PO rapporté au PIB ne peut s'apprécier sans faire intervenir les dépenses publiques que ces PO financent, ce sont 2 faces d'une même médaille. Les Français ne supportent de lourds prélèvements obligatoires que s'ils peuvent en mesurer les contreparties qui en sont le but. Dépenses régaliennes, police, justice, défense, administration générale, dette, mais également dépenses des collectivités locales et dépenses de protection sociale. Le tableau suivant montre en pourcentage du PIB l'évolution des grandes catégories de dépenses publiques depuis 1978. Chapitre 2 Dépenses de santé, une consommation particulière. Dans un premier chapitre, nous avons dégagé le problème qui nous est posé tous les ans. Les dépenses de santé augmentent plus vite que notre richesse nationale, provoquant notamment le déficit de l'assurance maladie obligatoire. Les dépenses de santé sont la valeur des biens et services produits par le système sanitaire préventif et curatif français et consommés, égale détruits, en une année par les Français. Ce sont donc, à la fois, des dépenses de consommation et des dépenses de production. Les dépenses de santé sont des dépenses de consommation. Nous consommons des biens et services médicaux pour lutter contre la maladie, ou pour la prévenir. Notre état de santé collectif est bon. En France, l'espérance de vie à la naissance est élevée, 77 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Nous sommes au second rang mondial, et même au premier pour les femmes, derrière le Japon. Ce bon état de santé est certes le résultat de notre consommation médicale, mais pas uniquement. De nombreuses études scientifiques montrent que l'état de santé d'une population dépend plus de facteurs extérieurs, hygiène,
conditions de travail, habitudes alimentaires, comportements individuels, alcool, tabac, conduite automobile, que de la consommation médicale. Exemple. Nous sommes menacés d'une épidémie d'obésité. Les causes en sont connues qui peuvent se résumer ainsi. Hamburger plus Coca-Cola plus télévision, qui détournent des activités sportives. On ne luttera pas contre cette épidémie par une consommation médicale mais par la prévention et l'éducation de santé, disciplines dans lesquelles le corps médical mais aussi l'école et beaucoup d'autres, familles, entreprises, administrations, services sociaux, etc., devraient s'investir. L'augmentation de l'espérance de vie des Français dépend-elle de l'efficacité du système de soins ? Personne ne le sait car ce phénomène est constaté dans tous les pays développés dont certains, Japon, Grande-Bretagne, dépensent moins que nous. Inversement, États-Unis, qui dépensent plus que nous, ont une espérance de vie moyenne de 77 ans contre 80 pour l'ensemble des Français, hommes et femmes comprises. Cependant, nous sommes mal placés pour le taux de mortalité prématurée, c'est-à-dire le nombre de morts qui normalement auraient pu être évités par un système de soins efficient. Exemple, par rapport à nos voisins européens, le taux de mortalité des malades atteints d'un cancer diagnostiqué est supérieur de 30% à ce qu'il est chez nos voisins. Idem pour le sida. Une consommation très dynamique. La consommation finale effective des Français, toutes sources de financement confondues, en biens et services médicaux a doublé depuis les années 60. Elle est due en grande partie à l'extension de l'assurance maladie obligatoire qui a couvert progressivement une part croissante de la population, permettant à celle-ci d'accéder aux soins plus facilement. Depuis 2000, date de la généralisation à toute la population, ce facteur d'accroissement ne joue plus. Quant au taux de couverture des dépenses par l'AMO, il s'est stabilisé autour de 75%. Néanmoins, la consommation médicale poursuit une hausse supérieure à la croissance de l'économie française. Qu'est-ce qui provoque la hausse des dépenses de santé plus importante que l'augmentation de la richesse nationale ? 3 facteurs sont en cause. Le vieillissement de la population, le progrès technique médical, la hausse du revenu moyen. Le vieillissement d'abord. Il est vrai que la France vieillit, même si elle le fait moins vite que les autres pays d'Europe. Mais c'est un phénomène qui est devant nous, alors que la progression des dépenses de santé plus rapide que le PIB date de plus de 30 ans. En fait, des études précises ont montré que le phénomène du vieillissement n'avait pas été la cause majeure de la croissance passée des dépenses de santé, et on s'interroge sur l'importance de ce facteur dans les années futures. Certes, les personnes âgées consomment plus que les adultes. Certes, le nombre des plus de 60 ans va augmenter, mais ces générations plus âgées arrivent en meilleure santé que leurs aînés. Néanmoins, elles vivent plus longtemps et risquent de contracter une ou plusieurs maladies chroniques dégénératives que nous ne savons traiter que de façon palliative. 4. C'est plus dans le domaine de la lutte contre la dépendance que les besoins se feront sentir avec force. Mais il ne s'agit plus de dépenses de santé stricto sensu mais de dépenses sociales. Une structure particulière a été créée pour sanctuariser ce que d'aucuns appellent le 5e risque de la sécurité sociale, confère le rapport Gissereau. Actuellement, les dépenses de ce risque sont financées à 40% par l'assurance maladie, à 18% par les départements, allocation APA, à 10% par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, et à 33% par les ménages directement. Second facteur, le progrès technique médical. On ne peut que constater que la médecine a fait depuis le milieu du XXe siècle d'énormes progrès. Antibiotiques, vaccins, greffes, psychotropes, imagerie médicale, chirurgie non invasive. Elle se prépare à des nouvelles percées dans les domaines de la thérapie génique, des bio- et nanotechnologies et des neurosciences. Les nouvelles techniques comme les nouveaux médicaments sont effectivement coûteux, mais ils sont aussi plus efficaces. Au surplus, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait que le secteur médical pour qui progrès technique serait synonyme de coûts plus élevés, alors que dans les autres secteurs, le progrès technique conduit à des baisses de prix. Nombre d'interventions chirurgicales, qui immobilisaient les patients dans un lit d'hôpital pendant plusieurs jours, sont effectuées aujourd'hui en chirurgie ambulatoire et coûtent moins cher. Certes, la nouvelle médecine permet à des personnes, autrefois condamnées, de vivre plus longtemps. Les maladies ne sont plus des affections brutales mais guérissables. Elles sont chroniques et cela peut effectivement entrer en ligne de compte pour expliquer la croissance des dépenses de santé. Troisième facteur,
Plus le revenu moyen augmente, plus les consommateurs, une fois satisfaits leurs besoins premiers, alimentation, logement, consacrent une fraction plus élevée de leurs ressources collectives ou individuelles à se soigner car la santé est un bien supérieur. Autrement dit, plus un pays est riche, plus il se soigne. Les États-Unis sont champions du monde en consacrant 17,4% de leur produit intérieur brut à la santé. La France avec 11,8% de son PIB se situe dans le peloton de tête des pays européens, derrière les Pays-Bas, 12%, mais devant l'Allemagne, 11,6%, la Suède, 10%, l'Italie, 9,5%, la Grande-Bretagne, 9,8%. La moyenne de l'OCDE, voire Panorama de la santé 2011, les indicateurs de l'OCDE se trouvent à 9,6%. Les pays émergents, Maroc, Tunisie, se situent autour de 5%. L'Afrique est encore en dessous et pourtant, elle est ravagée par le sida. Ces trois facteurs n'épuisent pas les motifs de croissance de la consommation médicale et il faut, pour y voir plus clair, aller plus avant dans la compréhension du phénomène. Une consommation différente des autres catégories de consommation. La consommation médicale est formée de biens et de services, souvent liés. L'exemple classique est celui du médicament, produit de plus en plus complexe, fabriqué par l'industrie pharmaceutique mais dont l'efficacité n'est assurée pour un malade donné que par l'intervention d'un médecin qui diagnostique la maladie dont souffre le patient et prescrit le médicament qui permet de la traiter. Les biens médicaux, qui autrefois ne comportaient que les médicaments, se sont considérablement diversifiés puisqu'ils comprennent désormais tous les dispositifs médicaux, depuis les pansements, les fauteuils roulants jusqu'aux machines sophistiquées de diagnostic et de thérapie, appareils de radiologie, d'exploration et de chirurgie non invasive. Le service se définit comme une prestation conduisant à la satisfaction d'un besoin individuel et collectif autrement que par la fourniture d'un bien matériel. C'est donc une prestation beaucoup plus immatérielle. Le service médical délivré par un médecin, qui implique l'utilisation de certains biens, suppose également un échange d'informations entre le soignant et le soigné, et même une participation du malade, respect des prescriptions, à la réussite du traitement. D'où l'importance de l'éducation sanitaire pour que chacun prenne conscience de ce que la bonne santé n'est pas uniquement une absence de douleur, mais un capital qu'il faut savoir entretenir et préserver. Le service médical est complexe, donc difficile à appréhender et à tarifer. L'ensemble des actes pratiqués par un professionnel de santé est inscrit dans une nomenclature qui définit chacun d'eux, son contenu, le praticien autorisé à le délivrer. Pour les médecins, c'est la classification commune des actes médicaux, CCAM, dans laquelle les actes techniques ont fait l'objet d'une refonte complète, il y a quelques années, en appliquant les méthodes américaines les plus sophistiquées afin de pondérer et tarifer chaque acte par rapport aux autres. Il reste à faire de même pour les actes cliniques, consultations. Les services rendus par les établissements, eux aussi, sont complexes puisque outre l'hébergement, la nourriture, ils mobilisent des équipes hiérarchisées composées de multiples professions. Ils sont identifiés et mesurés, soit par la journée de séjour en établissement, soit par un budget global par établissement, qui n'isole pas le service exact rendu au malade, soit par le classement du malade dans un groupe homogène, qui ouvre droit pour l'établissement à une rémunération forfaitaire, tarification à l'activité. La consommation médicale n'est donc pas totalement comparable aux autres consommations de biens et services. Une consommation surveillée par l'État. On pourrait considérer que la consommation médicale résulte du libre choix du consommateur assisté de son médecin, parmi les biens et services qu'offre le système sanitaire, et qu'il n'y a pas lieu à intervention de l'État dans ce domaine. Mais ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité et de garantie d'une certaine qualité. D'abord, la consommation médicale peut être dangereuse. Maladies iatrogéniques et nosocomiales, confère Glossaire. Les maladies résultant de l'absorption de médicaments contradictoires provoquent, chaque année, l'hospitalisation de 1 300 000 personnes en France et entraînent plus de 11 000 décès, 3 fois plus que de morts sur la route. L'État va donc intervenir au nom de la sécurité. Établissement de normes pour les médicaments, les hôpitaux, contrôle des diplômes autorisant l'exercice des professions de santé. Ensuite, il faut que les produits et services sanitaires soient de qualité. Les années 1990 ont vu la montée de la médecine fondée sur les preuves, Evidence-Based Medicine,
disent les anglo-saxons. Face à la diversité des pratiques cliniques, ce courant de pensée incite chaque médecin à choisir le traitement dont l'efficacité et la sécurité sont les mieux étayées par les résultats de recherche validés. Encore faut-il que les informations concernant la santé d'un patient puissent circuler entre les différents professionnels amenés à intervenir à l'hôpital comme en ville. Qualité et coordination des soins sont liés. Tel était le but du dossier médical partagé, DMP, décidé par la réforme de 2004. La plupart des patients supposent que les médecins leur prodiguent des soins de qualité, conformes aux dernières connaissances scientifiques. Rien n'est moins sûr, la formation médicale continue est faible. C'est pourquoi, la loi de 2004 a rendu obligatoire une évaluation périodique des pratiques professionnelles, ce qui suppose non seulement la mise en place de procédures d'évaluation mais aussi l'organisation d'une formation continue, digne de ce nom, plus ou moins adossée au CHU où les professeurs de médecine enseignent ce qu'ils font et font ce qu'ils enseignent. La recherche de la qualité est un objectif important mais difficile à réaliser car selon une définition américaine, ce sont des soins dont l'efficacité est démontrée, dispensés quand ils sont nécessaires, délivrés de façon compétente et diligentée au moment opportun au moindre coût et au moindre risque. Vaste programme. La réforme de 2004 a créé la Haute Autorité de Santé, HAS, qui est chargée d'impulser la qualité dans le système de santé et doit donc orienter la consommation médicale vers des produits et services de qualité notamment en définissant des référentiels de bonnes pratiques diagnostiques et thérapeutiques dans un certain nombre de situations pathologiques, ALD. Une consommation, résultat d'une rencontre entre malades et médecins. Bien que les professionnels soient soumis à un code de déontologie strict, il ne faut pas oublier que la médecine n'est pas une science exacte, c'est un art. Toutes les conduites de traitement ne sont pas fixées par un protocole normatif, voire le traitement du cancer où des progrès importants ont été faits dans les 10 dernières années, tous les traitements ne réussissent pas et dépendent des réactions de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.